Monsieur Boide, je donne tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question, la question politiquement coquine qui est de retour en 2023. Allez. Question politiquement coquine qui est un Kikadi sponsorisé par Sacha Virga. Monsieur Boide, qui a dit, un peu énervé, un soir d'élection interne au Parti Socialiste, mes cotisations, j'irai les payer ailleurs. C'est peut-être moi. Ah. Pourquoi j'ai dit ça pour la divergence de vue que je peux avoir sur la gestion du parti aujourd'hui, pour le programme... Parce qu'on vous a refusé de voter, donc c'était des élections internes, vous êtes allé voter... On m'a refusé de voter. Il faut savoir quand même que je donne 500 € par mois au Parti Socialiste. Aujourd'hui. Que j'ai voté, que j'ai signé le fait que les 37 000 € que l'État donne au parti, je les ai donnés au Parti Socialiste. Exactement. Quand certains socialistes ne l'ont pas fait. Mais la majorité le font. La majorité, moins quelques-uns. Le fait, pardon. Voilà. Donc moi, les 37 000 €, ils vont dans les caisses du Parti Socialiste. Et il s'avère que la fédération du Parti Socialiste du Gard me demande de payer 5% de cotisation en plus sur mes indemnités de fonction d'élu du département et d'élu national. C'est la cotisation d'élu, c'est classique. Mais c'est la cotisation d'élu national, je la paye. Oui, mais vous avez quelques arriérés quand même. J'ai payé 3 500 € à ce jour pour 2021. Ça a l'air compliqué. 2022. Vous avez un petit plan d'apurement. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas un plan d'apurement, je ne leur dois pas plus, c'est tout. Ça s'appelle un plan d'apurement. Non, mais ça, c'est les calculs que fait le Parti Socialiste. Et nous avons un problème dans ce département, qui n'est pas dans tous les départements quand même. Hein. On a un problème dans ce département où on a peu d'élus socialistes qui acceptent de payer leur carte de cotisation au parti. C'est vrai. Allez, on enchaîne, Coralie. Voilà. Je ne suis pas le seul dans le cas. Hein. Croyez-moi que si vous les invitez tous, vous allez avoir quelques soirées. Oui, on leur pose des questions régulièrement. Alors, vous n'avez pas pu voter, Monsieur Boide. En revanche, votre candidat et leader de la ligne refondation dans le Gard, Pierre Jomain, est arrivé en tête. Expliquez-nous, c'est ce qu'Abdel vous demandait tout à l'heure, en quoi cette ligne refondation elle est différente de ce que porte aujourd'hui Olivier Faure et donc dans le Gard Arnaud Bord, qui est premier fédéral. J'ai répondu à la problématique Abdel il y a 2 minutes. De la NUPES. Moi, je ne suis pas un opposant à la NUPES en tant qu'on pourrait le prendre systématiquement. C'est les insoumis à l'intérieur. Moi, je dis qu'aujourd'hui, et je le dis, rappelez-vous, parce que moi, on peut me reprocher beaucoup de choses. Qui a soutenu Carole Delga pour les élections régionales? Moi ou pas? Et les socialistes, oui. Et moi? Il n'y a pas que vous. Non, mais moi, j'y étais ou pas? Oui, bien sûr. Dites-le si j'y étais. Vous dites à moi de répondre franchement et vous faites un oui, là, comme petit mille. Non, mais c'est parce que vous répondez à côté de la question. Non, qui a soutenu Hidalgo? Qui a fait les 3 meetings? Vous êtes socialiste, monsieur Qui a fait les 3 meetings qu'il y avait dans le coin? Qui a soutenu Arnaud Bord pendant la campagne des législatives? Et qui ne soutient pas aujourd'hui Arnaud Bord pour la campagne de premier fédéral? Denis Boide. Vous êtes en train de continuer longtemps. Coralie, on peut pas. C'est pas une politique de coquin. Non. C'est une politique nationale avec des élections départementales et nationales et régionales où on a le droit de pouvoir s'exprimer. Arnaud Bord est candidat aux élections législatives. Je suis allé aux 3 réunions qu'il avait fait sur l'Aise, il en a fait une à Saint-Chapte, j'étais à la réunion à Saint-Chapte, je l'ai soutenu, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire, je l'ai fait. J'ai soutenu Arnaud Bord parce que c'était le candidat socialiste, le seul, de la 4e circonscription. Le seul sur 6 circos. Le seul sur... Non, mais Coralie, vous avez peut-être raison. Non, j'ai pas raison, j'ai juste une question. Je vous dis que c'était le seul socialiste sur 6 circos et je l'ai soutenu de la même manière que j'ai soutenu aussi à Uzès, Nicolas Nallet. Qu'est-ce qui gêne avec les insoumis? Parce que tout à l'heure, vous parlez de la NUP, insoumis, pas insoumis. Vous, est-ce que ça vous gêne d'être allié avec les insoumis aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Sur les insoumis, moi je vais vous dire une chose. Parce que c'est ça aujourd'hui la différence entre les deux lignes OPS. Et je l'ai dit le jour où ça s'est fait. Je ne l'ai pas dit il y a 3 jours, je ne l'ai pas dit il y a 3 mois, je l'ai dit le jour des élections. J'ai dit que si on voulait faire des candidatures, et moi je ne suis pas contre la candidature de Salah sur la 5e circonscription, si on voulait faire des candidatures avec des insoumis, pourquoi pas? Mais il fallait que nous se mettent autour d'une table comme il faut et qu'on ne négocie pas ça à Paris, en catimini, sur le coin de je ne sais quoi. D'accord, mais sur le principe, vous n'êtes pas contre l'union avec les insoumis, sur le principe. Je vous dis que je suis contre le fait que là, nous avons été... On a quoi? Regardez, au niveau national. Vous avez conservé votre groupe. On a sauvé les 25 députés qu'on avait. Oui, c'était pas gagné. Sans union de la gauche, c'était pas gagné. Sans union de la gauche, c'était pas gagné. Nous allons voir un certain nombre d'élections où il y a eu des dissidents qui ont quand même gagné. Certes, Anne Hidalgo, elle a fait combien la présidentielle, monsieur Boide? Anne Hidalgo, elle a fait combien la présidentielle? Oui, alors là, on peut parler du Parti Socialiste aussi, si vous voulez, avec 75%. Là, si vous voulez, c'était pas gagné, quand même. Allez, on avance. Coralie, s'il vous plaît. Alors, en tout cas, ce congrès, il a produit un miracle. Vous vous êtes réconcilié avec Alexandre Pissas. Non, pas du tout. Alexandre Pissas, premièrement, on avait des divergences de vues ou des différences tous les deux. Personne ne va le nier et je ne le nierai pas. Mais il n'était pas content, vous lui expliquer l'investiture au sénatorial. Il n'empêche qu'Alexandre Pissas, on peut en parler. Il a deux choses.
La première, il est contre la NUP, moi aussi. Je ne vais pas lui demander d'être pour, c'est pour ça que moi je suis contre quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Il vote Pierre Jomain, moi aussi. Donc déjà, où est le problème? Après, là où je trouve quand même que c'est délicat, et que ce qu'on a fait aux militants de la section de Bagnols-Campagne, 85 électeurs qui viennent voter physiquement, parce que si vous en voulez des magouilles au niveau national, je vais vous les citer une par une, mais alors il faut prendre un peu plus de l'émission. Continuez sur Bagnols-Campagne. Sur Bagnols-Campagne, il y a 84 ou 85 militants qui viennent voter. Présent. Est-ce qu'on leur tient le stylo à ces militants? Est-ce qu'on leur dit quoi voter? Parce que c'est ce qui s'est passé. Non, mais vous savez que c'est délicat ce que vous dites là. Mais c'est ce qui s'est passé, monsieur Boide. Ça veut dire en tout cas, c'est ce qui a été remonté. Ces militants socialistes, vous êtes en train de faire quelque chose de grave là. Ces militants socialistes, Coralie, qui sont allés voter, dont vous dites, il a fallu que je leur donne un bulletin parce qu'ils ne savaient pas pour qui ils votent, vous les prenez pour des demeurés là. Je ne les prends pas pour des demeurés. C'est ce qui est remonté. C'est purement c'est ce qui est remonté de la part des observateurs, monsieur Boide. Et c'est pour ça qu'au deuxième tour de scrutin, les résultats de Bagnols-Campagne ont été annulés par votre parti. Non, mais à Paris, ils les ont annulés quand tout le monde a dit qu'il n'y avait pas d'Autriche sur le terrain. Arrêtez, là. Bon, alors pourquoi ils ont... Il n'y a jamais eu de triche à Bagnols-Campagne. Vous voulez que je vous dise une chose? Il n'y en a jamais eu, oui ou non? Quand on a des élections au niveau national, dont on a une commission de recollement des résultats qui ne se réunit jamais, dont le premier secrétaire aujourd'hui du Parti Socialiste se déclare élu, sans que la commission de recollement y ait vu les chiffres et additionné les chiffres un par un. Déjà là, on peut se poser des questions. Quand on nous dit qu'on a gagné 300 voix, d'accord. Donc ce soir, on nous dit qu'on a gagné de 300 voix, effectivement, si on enlève Bagnols 85 ou 86 voix, c'est quand même plus facile voilà. Donc, écoutez, en tout cas, la section fonctionne bien. Je pense que là... Il a l'impression que les Républicains, c'est encore... Il y a eu des votes par endroit, des bureaux de vote du Parti Socialiste, que je ne citerai pas les endroits, mais ça c'est la triste réalité malheureusement, où les scrutateurs et celui qui tenait le bureau de vote se sont enfermés dans une pièce, sont sortis demi-heure après, avec le lion à moitié plein, etc. Ça s'est passé à Bagnols, ils sont sortis dehors. C'est pas ce qui s'est passé à Bagnols du tout. Ils sont sortis dehors. Non, regardez. Ils sont sortis de la salle des fêtes. Regardez le PV, on a reproché. Mais bon, on va enchaîner. On va pas y passer toute la soirée, on va donner la parole tout de suite aux sociétaires et puis on va parler bien évidemment de vos actions au Sénat. La question de Jean-Baptiste. Oui, c'est la question d'un parlementaire sur ce qui se passe dans l'autre chambre du Parlement, à l'Assemblée nationale. Je veux savoir si vous êtes à l'aise avec la tournure que prennent les débats ces dernières semaines. Quotidiennement, on assiste à des échanges très véhéments, pour pas dire très insultants, très violents, des interruptions de séance à foison, et j'ai envie de dire, je trouve une démocratie, ou en tout cas l'expression d'une démocratie qui s'en retrouve fortement abîmée. Et pardon de citer le responsable, mais totalement imputable à mon sens aux Insoumis. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la tournure prise par ces événements? L'intervention de Monsieur Chassaigne. Communiste. Monsieur Chassaigne. Il a été très bien, Chassaigne. Oui, en effet. Il a clairement retracé, retracé la réalité d'une Chambre des députés. On est là pour débattre, on est là pour défendre les amendements, on est là pour se battre contre une loi si on n'est pas d'accord avec la loi. On n'est pas là pour dire à un ministre qui manifestement n'est pas un assassin, le traiter d'assassin. Voilà, il s'est excusé le lendemain, bon, passons dans l'heure qui a suivi, mais on peut regretter. Alors je viens d'entendre là qu'il y a eu des manifestations qui se sont mal déroulées à Uzès, je viens de le découvrir maintenant avec vous. Là. Il y a eu des manifestations depuis maintenant une dizaine de jours, une quinzaine de jours qui ont réuni des millions de monde partout en France. On n'a eu aucun incident important. Notoire. Aucun incident. Et là, dans des incidents à l'Assemblée nationale, quelle image donne l'élu et quelle image reçoit le téléspectateur quand, dans le même temps, on voit le Front National, qui est à nos portes quand même, qui joue plutôt les gentils. Hugo, votre question à Denis Boide. Oui, alors Denis Boide fait un peu la transition avec ma question, qui est une question d'histoire. Il y a une proposition d'un sénateur communiste qui est portée actuellement, qui est de faire entrer au Panthéon Misak Manouchian, qui est un immigré arménien, un militant communiste, mort en 1944 en France, assassiné par les nazis, parce qu'il dirigeait le groupe de 21 résistants de l'Affiche Rouge. Aragon a écrit des vers très beaux sur eux. Et donc il y a cette proposition de faire entrer ce poète arménien, ce militant communiste et ouvrier, aujourd'hui au Panthéon, et je voulais avoir votre position sur cette question. De culture, et aujourd'hui, l'Humanité a fait sa une, l'Humanité Magazine, sur Misak Manouchian, donc ça rentre aussi en écho.
Oui, mais sur ce domaine-là, c'est à l'Assemblée nationale pour le moment, ça. C'est une proposition portée par un sénateur, votre collègue Pierre Ouzoulias, et on espère que c'est au président de la République de faire rentrer au Panthéon Isaac Manouchian. Nous, c'est pas arrivé jusqu'au groupe, on n'a jamais parlé de ça au groupe, mais je pense que ça, c'est des choses. Moi, parallèlement à ça, et c'est très bien, je veux dire, je serai d'accord là-dessus, regardez le courage des femmes iraniennes en ce moment. Partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui, pour des libertés, se battent, et c'est vrai que souvent, ça revient un petit peu à la question précédente, on a besoin de se souvenir un petit peu de celles et ceux qui se sont battus dans des conditions très difficiles, parce que c'était pas facile, c'était pas aussi simple que de crier à l'Assemblée nationale et de faire de la perturbation en permanence, et là moi je suis assez admiratif et je suis assez d'accord avec ça. Étrangers et nos frères pourtant, c'était les vers d'Aragon. Oui, non, mais je suis là, on est d'accord. Allez Coralie, 2-3 questions sur l'Assemblée, alors pas l'Assemblée nationale, sur pardon, le Sénat. Alors tout à l'heure, Abdel l'a dit, on va débattre de la réforme des retraites, mais dans un deuxième temps, on va être sur le Sénat. De quel dossier vous vous occupez actuellement ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Dernièrement, j'ai fait une question sur le logement social. Voilà. Je suis resté un soir jusqu'à 1h30 du matin, je suis retourné, pas le lendemain, parce que c'était pas le lendemain, c'était le surlendemain, le jeudi, j'ai fini à 20h le soir. La problématique du logement, c'est la problématique de la précarité des gens, celles et ceux qui sont le plus en difficulté dans la société aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne, ça je m'en occupe. Mais quel était l'objet du coup de la question sur le logement social ? Mais le logement social, le gros de la question était simple. On fait un amalgame, enfin le gouvernement fait un amalgame entre le squat. Il y a 160 squats par an, c'est simple. Ouais. 120 sont réglés avant que ça arrive chez le juge. Ouais. Il reste en tout et pour tout 40 squats à régler. Bon. Et ça, on fait un amalgame entre le squat et celui que vous voyez à la télévision, on vous explique les machins, les trucs, les chouettes. Là, bon. C'est quand même des familles qui sont dans la rue pour la plupart du temps et qui n'ont pas de logement. Donc il faut relativiser un petit peu les choses. Et dans le même temps, on fait un amalgame entre celui qui squatte, l'impayé de loyer avec le locataire indélicat, on va l'appeler comme ça, et le locataire qui, lui, est en grande difficulté. Et la loi, elle consistait à dire, aujourd'hui, dans ces cas-là, vous avez le droit d'un accompagnement pendant 2 mois. Aujourd'hui, c'est la loi. Avant d'être présenté au juge avec le jugement qui est rendu, qui fait que la préfète peut donner le droit de vous expulser. Ils sont accompagnés pendant 2 mois. Voilà. Mais pendant 2 mois, ils sont accompagnés par les services sociaux pour faire un échéancier pour l'épurement de la dette, pour voir comment on fait un relogement si le logement ne correspond pas à la typologie de la famille, etc., etc. Là, le gouvernement veut réduire ce délai à 1 mois. Et vous êtes contre ? Mettez-vous dans la place de quelqu'un qui est en grande difficulté, à qui on ne laisse qu'un mois, qu'il faudrait que le cas échéant, ce soit lui qui se présente devant le juge. Vous voyez les gens en difficulté qui se présentent devant le juge. Bon, Jean-Baptiste n'est pas d'accord avec vous. Non, mais ça, je m'en fous. C'est pas mon problème. Non, mais c'est juste une petite remarque. On est en train de parler de gens qui sont dans la grande précarité. C'est juste. Que vous ne soyez pas d'accord. Ce que vous avez demandé, c'est de conserver les 2 mois ou de l'allonger ? On a la droite qui nous dit, bon, c'est plus 1 mois parce que c'est un peu court. Et là, c'est 6 semaines. Et on s'est pris la tête là-dessus pour, en définitive, 1 mois et demi au lieu de 2 mois. Dans une loi dont on sait très bien que la difficulté, c'est de l'appliquer. Parce que, à qui on s'attaque là ? On s'attaque bien souvent à des femmes seules. Et ça, il va dire le contraire s'il veut. Mais non. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? On s'attaque souvent à des femmes seules. J'ai terminé, avec on donnera des la parole à enfants Jean-Baptiste. qu'il va falloir expulser, mais qu'il va falloir trouver un relogement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Baptiste ? On ne mélange pas tout, c'est simplement pour contrebalancer ce que vous dites. Pour moi, c'est la loi qui est mélangée. Attendez, il n'a pas parlé. Moi, ce que je vous dis, ce que vous ne prenez pas en compte dans votre réflexion, c'est simplement ces 2 droits qui s'opposent, c'est-à-dire le droit, j'ai envie de dire, à la dignité, ceux qui sont dans la rue et qui veulent en sortir, et c'est aussi le droit de propriété. En général, souvent, les cas dont vous parlez, qu'on voit souvent à la télévision, c'est toujours les mêmes cas. Et c'est pour ça que ça a créé ce remous. C'est souvent les mêmes cas. Ce sont des petits propriétaires qui souvent ont pris des crédits, qui eux-mêmes ont besoin de ces ressources pour vivre. Voilà, simplement pour rappeler ça et équilibrer le propos. Mais c'est bien sûr que je vous ai dit en commençant, ça a été le début de mes propos. Vous êtes en train de faire un amalgame. Non, je ne fais pas d'amalgame, j'équilibre. C'était la loi, le squat. Voilà. Et après, le problème du petit propriétaire que je défends, qui lui a acheté un logement pour avoir souvent un complément de retraite. C'est souvent lui qui se fait squatter. C'est souvent le cas. Et ça, c'est combien de cas par an ? Et c'est souvent lui qui se fait squatter. J'ai pris l'engagement de ne pas terminer à 20h. Non, mais ça, il faut en finir parce que si c'est pas, on laisse paner un doute là. Et la loi, elle dit quoi aujourd'hui pour ce genre de propriétaire ? La loi, elle dit que effectivement, il faut passer devant le juge, effectivement, il faut faire tout un processus, et à la fin, on vous expulse. Le problème, c'est que vous croyez que les juges ont que ça à faire ?
Allez, on parle d'un autre Ce qui sujet. se passe là, c'est que le petit propriétaire, malgré la loi aujourd'hui, et ce n'est pas la loi de Devain qui réglera le problème, On va y arriver. c'est un problème d'exécution de la Il loi. faut se tenir L'ultime. compte de tout le monde. Mais c'est le meilleur client et de cette émission parce qu'il parle, il avance, Et des droits on a du mal à chacun. le Vous m'avez dit couper. qu'on pouvait être là Mais jusqu'à c'est un 21 heures. véritable exercice. Non, Denis Boine, moi j'ai une question qui est importante parce qu'il y a quelques semaines, au Sénat, vous êtes arrivé avec votre groupe à avancer sur un projet de loi pour le monde médical. On va recevoir Nicolas Best, le directeur général du CHU de Nîmes, et vous êtes arrivé à faire avancer sur un processus sur lequel pourraient s'engager les établissements de santé, c'est-à-dire, je crois, un pourcentage ou un nombre, effectivement, d'aides-soignants par médecin, c'est ça? Par patient. Aujourd'hui, dites-nous-en un mot rapidement. Aujourd'hui, on est parti sur une idée simple au groupe socialiste, et ça a été voté d'ailleurs, C'est pour ça que je vous en parle. quasiment à l'unanimité, où il faut un quota de soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, par un nombre de patients. Bien sûr, c'est modulable à l'intérieur d'un hôpital en fonction des services qui demandent plus de personnel qu'autre chose. Mais ça permet aussi de faire en sorte que ces quotas-là, les directeurs d'hôpital puissent en profiter. Parce qu'aujourd'hui, avec une comment dirais-je, une participation de la Sécu, c'est des crédits à la T2A. Voilà, on peut en parler pendant des heures. Tarification à l'acte. Le directeur vous en parlera beaucoup mieux que moi. C'est quand même le problème. Je ne sais pas si on parlera des retraites, mais... On va en parler dans un instant. On va en parler. Dès qu'on a fini cette interview. C'est quand même un problème aujourd'hui de voir la problématique liée à la santé, que ce soit l'hôpital public, je ne dis pas ça parce que le directeur est là, ou que ce soit derrière la problématique de la médecine de ville. Il ne faut plus être malade dans ce pays quand même. Coralie, un mot, Dernière vous vouliez question. parler d'un sujet qui a préoccupé Denis Boine quand il était président du département du Gard. Qu'est-ce que j'ai fait, Exactement, mais ce sujet vous préoccupe toujours, parce que normalement vous devez prendre votre voiture et rouler pour aller voir les maires Oh, du vous n'allez Gard. pas me parler du 80 km/h. Du 90, parce qu'à l'époque, quand vous étiez président, Abdel l'a dit, vous l'avez abaissé, cette vitesse. C'était une volonté du président de la République. Aujourd'hui, le conseil départemental a lancé une étude pour définir les axes qui pourraient voir la vitesse être rehaussée. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ou pas? Et est-ce que vous avez jeté les panneaux s'il faut revenir au 90? Parce que ça coûtera cher. Premièrement, ce n'est pas mes habitudes de jeter quoi que ce soit. Bon, Ça, ça c'est va, la première des choses. La deuxième, on va se mettre d'accord sur le 80 et le 90. Pourquoi j'ai fait le 80 à l'époque? Il y avait de l'accidentologie. On était un département où il y avait le plus de morts sur nos routes. Allez, c'est toujours le cas. Mais c'est toujours le cas. département du Gard. Abaissement de la vitesse. Si on prend mon exemple, les 20 km qui me séparent de Blozac, je vous laisserai faire le calcul. Le peu de kilomètres, je peux rouler à 90 km par rapport à 80, combien je gagne de secondes? C'est pas énorme. Ouais. Hein, c'est vraiment ridicule le temps que vous gagnez entre 80 et 90. Donc pour vous, c'est un faux débat. On reste C'est un à faux débat, je veux 80. dire. Bon, voilà, bon. Et ça peut préserver des Moi, vies. ce qui était important, parce que le 80 ou le 90, ça n'a pas beaucoup de temps, ça n'a pas beaucoup comment dirais-je, de différence sur le temps de parcours. Que tu gagnes, oui. Essayez de regarder les statistiques quand on freine à 80 km/h ou quand on freine à 90, et en plus vous le regardez sur une route mouillée, et vous imaginez quelqu'un au passage piéton. C'est un impact, effectivement, qui est positif pour l'accidentologie. Vous l'avez dit à Vous François avez Laurent raison. Périgot. Bien sûr, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec cette mesure, mais bon, on verra si elle arrive jusqu'au bout. François de Laurent Périgot n'a pas encore décidé de le faire. Quand même. Non, bien sûr, il y a une étude qui est en cours pour l'instant. Merci Denis Boine d'avoir répondu à toutes nos questions, mais vous restez avec nous tout au long de l'émission. Et en plus, je l'ai fait brièvement. Oui, par rapport à d'habitude, effectivement, oui. Par rapport aux précédentes fois, effectivement. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions.